Bien, bonjour Robert, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, je vais te laisser t'introduire et te présenter et surtout ton rôle par rapport au GIEC. Voilà, donc je suis Robert Vautard, je suis directeur de recherche au CNRS et aujourd'hui j'ai été élu coprésident du groupe 1 du GIEC avec mon collègue chinois qui s'appelle Xiaoye Zhang et avec qui on va conduire les travaux du groupe 1 du GIEC. Alors, ce groupe 1 du GIEC, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la contribution de l'IPSL à ce groupe 1? Oui, alors le groupe 1 du GIEC, ce sont les bases physiques du changement climatique. Je rappelle que le GIEC a pour mission de faire l'état des lieux sur les connaissances sur le changement climatique et aussi ses impacts et puis les solutions. Le groupe 1 a pour mission vraiment de faire l'état des lieux du système Terre en quelque sorte, avec toutes ses composantes, que ce soit les océans, l'atmosphère, la cryosphère, donc les glaces, ou les surfaces terrestres, et puis leur interaction entre elles et la façon dont le changement climatique va les modifier. Et donc l'IPSL mène aussi beaucoup de recherches dans le cadre de ces thématiques-là. Absolument, l'IPSL est au cœur du groupe 1 du GIEC. Il y a différentes équipes dans l'IPSL, il y a beaucoup d'équipes dans l'IPSL qui travaillent vraiment, qui couvrent l'ensemble des thèmes en fait, du groupe 1 du GIEC, les sciences physiques. La preuve en est, c'est que à l'IPSL, 8 personnes, 8 scientifiques ont participé directement et officiellement aux travaux du GIEC, soit en tant qu'auteur ou coprésidente, ou encore en tant qu'éditeur de revue. Voilà, donc il y a différents rôles dans le GIEC. On peut aussi contribuer en étant auteur-contributeur, c'est-à-dire en s'occupant d'une toute petite partie, en faisant une revue de littérature, par exemple, sur un sujet très spécifique. Et là, il y a évidemment beaucoup d'autres personnes qui ont contribué, ou en étant encore rapporteur pour les rapports, donc pour relire et faire des propositions, des suggestions. Donc voilà. Alors donc justement par rapport à ces rapports, donc c'est une revue de la littérature, mais comment on arrive en fait à avoir la version finale et puis comment sont-ils ensuite approuvés et le lien avec le politique? Alors donc la version finale, elle fait l'objet d'un consensus parmi les auteurs, donc ça c'est très très important. Si une main se lève et en disant je ne suis pas d'accord avec le sens de cette phrase, la phrase doit être modifiée pour que l'ensemble des auteurs soient d'accord avec la phrase. Donc ça, c'est très important déjà au niveau de la compréhension universelle. Ce sont des rapports qui ont une vocation universelle, donc il faut que les phrases soient comprises de la même façon dans chaque pays, dans chaque région du monde, dans chaque culture. Et il faut aussi, en plus, que les gouvernements approuvent le résumé aux décideurs. Il s'agit du texte pour les décideurs est approuvé en séance plénière, c'est-à-dire que chaque phrase est exposée aux critiques, aux discussions par les gouvernements et est soit acceptée telle qu'elle, soit légèrement reformulée, mais jamais pour modifier évidemment le contenu scientifique. C'est pour modifier l'expression, là aussi, face à des spécificités, enfin face à l'ensemble et la richesse finalement des interprétations qu'il y a dans le monde. Donc c'est vraiment un consensus qui doit se faire à l'unanimité finalement. Alors c'est un consensus effectivement qui se fait à l'unanimité et qui est très important parce que le texte qui en ressort va être la base indiscutable pour les négociations internationales sur le climat entre les pays qui ont des intérêts parfois divergents, parfois convergents aussi. Mais l'idée, c'est que la convergence absolue, elle doit être sur la science. Donc ça, la science ne doit pas faire l'objet de différentes compréhensions. La science, elle est là, ce sont des faits. Et donc l'interprétation est laissée
et la traduction en termes politiques, elle est laissée au gouvernement. Par contre, les faits scientifiques, ils sont indiscutables, donc il doit y avoir un texte unique. Donc ça, c'est pour les rapports donc d'évaluation et de synthèse. Il y a aussi des rapports spéciaux et des rapports méthodologiques. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ceux qui vont être ou ceux qui sont en cours de préparation ou qui vont être publiés? Alors en fait, tous les rapports suivent cette même logique de consensualité et d'approbation, en particulier des résumés pour décideurs. Mais en fait, le GIEC produit différents types de rapports. Effectivement, les rapports généraux sur l'état du climat, groupe 1, groupe 2, groupe 3, rapports de synthèse aussi qui synthétisent l'ensemble du cycle, mais aussi parfois des rapports spéciaux sur des sujets très spécifiques. Par exemple, dans le 7e cycle, on aura un rapport spécial sur le changement climatique et les villes, qui est dû en 2027. Donc pour lequel la production va démarrer cette année, en 2024. Ces rapports spéciaux sont très interdisciplinaires. Ils sont vraiment intégrés entre les différents groupes, les physiciens, les économistes, les biologistes. Tout le monde qui contribue au rapport du GIEC est invité à contribuer pour ces rapports spéciaux avec des chapitres qui vont être très interdisciplinaires et très intégrés. Donc là, on fera le bilan sur le changement climatique dans les villes et surtout les solutions à la fois d'adaptation qui sont parfois très très urgentes et les solutions d'atténuation aussi qui ne sont pas moins urgentes aussi et pour lesquelles les villes ont un rôle à jouer absolument majeur. Alors, il y a les rapports méthodologiques. Donc là, qu'est-ce que c'est exactement ces rapports méthodologiques? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, les rapports méthodologiques sont des rapports qui permettent au gouvernement de faire du rapportage sur les émissions. Ils sont conduits par la task force sur les inventaires d'émissions. Donc, c'est le 4e pilier, en quelque sorte, du GIEC. On a les 3 groupes et la task force sur les inventaires qui, elle, produit des rapports méthodologiques qui vont déterminer comment il faut compter les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'est pas nécessairement évident pour des gaz. Les gaz ont des durées de vie, par exemple, très très différentes, soit très courtes ou très très longues, comme le CO2. Et donc, il faut savoir comment comptabiliser tout ça pour faire des CO2 équivalents voilà. Donc, c'est des rapports aussi qui peuvent être sur les technologies, qui peuvent... voilà. Donc là, par exemple, on va avoir un rapport méthodologique sur l'élimination du CO2 et la capture. Donc là, ce rapport-là, il va probablement nous dire, bon, il est en tout début, donc on ne sait pas encore, il n'est pas encore cadré, on n'a pas encore l'ensemble des sujets, mais il devrait nous dire comment comptabiliser les émissions donc, négatives, par exemple, qui seraient apportées par des solutions d'élimination du CO2. Mais c'est vraiment sur le rapportage des émissions ou des émissions positives ou négatives. Les puits de carbone, par exemple, font l'objet de ces rapports méthodologiques aussi. Alors justement, on va rentrer peut-être un peu plus dans ce 7e cycle dont tu as la charge, ou la co-charge pour le premier groupe du travail. Est-ce qu'il y a, finalement, c'est le même type de préparation qu'il y a que pour le 6e rapport d'évaluation et quelles sont les échéances? Alors, les règles générales du GIEC n'ont pas changé depuis le 6e cycle, donc les mêmes règles vont s'appliquer pour le 7e cycle. Par contre, les produits vont être différents. Donc, on a un programme qui est plus léger au sens où il n'y a qu'un seul rapport spécial, alors que le 6e cycle avait 3 rapports spéciaux, donc un programme très très intensif. Nous, on a un programme moins intensif, mais aussi avec un phasage un petit peu des produits un petit peu en parallèle. Donc ça va donner un petit peu de concentration aussi du travail. Et surtout, ce à quoi on va s'atteler, c'est à travailler plus en profondeur sur certains aspects, par exemple l'inclusivité. Alors l'inclusivité au sens large, donc c'est pas seulement l'inclusivité des personnes, des auteurs,
voilà, pour faire en particulier que les auteurs des pays du Sud soient mieux inclus dans les équipes d'auteurs et enfin, voilà, qu'il y ait une réelle équité au niveau du cadrage même et au niveau de la nomination d'auteurs. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures qui sont envisagées, mais aussi l'inclusivité du contenu. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel des connaissances qui étaient incluses dans les rapports étaient des connaissances académiques qui ont donc été publiées dans la littérature scientifique. Et dans le nouveau cycle, un plus gros effort, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'effort précédemment, mais il y a une demande très très forte des pays pour avoir l'inclusion des connaissances de façon plus générale. Par exemple, sur les villes, il est très important d'inclure tous les rapports régionaux ou locaux qui vont montrer comment les villes se saisissent de la question du changement climatique, comment elles s'intéressent à l'adaptation, comment elles s'intéressent à la décarbonation. Et ça, en général, c'est pas dans la voilà, dans la littérature scientifique. C'est vraiment dans ce qu'on appelle la littérature grise, dans des rapports régionaux. Donc voilà, donc il va falloir trouver une méthode pour pouvoir inclure aussi les rapports un petit peu différents et la littérature un petit peu différente. Non seulement sur ces aspects-là, mais aussi il y a une grosse demande d'inclure de plus en plus la littérature indigène, donc les savoirs indigènes plus précisément, qui justement ne sont pas toujours transmis dans la littérature. Mais si on prend un exemple très simple, les habitants des montagnes dans les Andes savent très très bien comment gérer les fluctuations et s'adapter aux fluctuations climatiques. Et donc il y a beaucoup de choses à apprendre de ces populations. Donc, et puis donc ce savoir, la méthode pour l'intégrer est en discussion à l'heure actuelle. Donc c'est pas une question qui est facile, mais qui va être aussi au cœur du sujet. Voilà, donc inclusivité aussi de nombreux autres éléments, mais il y a une demande. On voit bien depuis plusieurs décennies la montée des pays du Sud et la volonté, et c'est bien normal, d'être contributeur à part entière et de plus en plus au savoir scientifique et à leur évaluation. Alors donc ça, on comprend bien que c'est effectivement un des enjeux pour pouvoir mettre ça en place. Est-ce que tu vois d'autres enjeux ou des verrous scientifiques qui sont vraiment importants dans ce 7e cycle? Alors dans ce 7e cycle, il y a beaucoup de verrous. Alors je vais parler essentiellement de ceux du groupe 1 qu'on a en vue. Là encore, on n'a pas encore fait le meeting de cadrage. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'équilibre entre les sujets qu'on va vouloir traiter, que la communauté va vouloir traiter, parce que c'est vraiment la communauté qui va décider. Bon, nous, on va essayer de synthétiser un petit peu les enjeux qui sont là, mais on a pas mal d'incertitudes sur de nombreux aspects. Par exemple, je vais en citer que quelques-uns, mais il y avait des incertitudes beaucoup sur la réponse au changement climatique, du cycle du carbone, par exemple. Et ce cycle du carbone, on sait qu'il permet d'absorber une partie des émissions, la moitié à peu près, et de savoir comment finalement les puits de carbone vont pouvoir réagir par rapport au changement climatique, sachant que le changement climatique va induire des sécheresses ou d'autres phénomènes extrêmes particulièrement. Et bien ça restait encore un élément encore très incertain. Or aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de publications, donc on imagine pouvoir avancer sur ces domaines-là. Je donne un autre exemple, je vais en donner 3 en tout. Les événements extrêmes, ça aussi, il y a eu beaucoup de progrès. Malheureusement, par la survenue même de ces événements extrêmes dans les 10 dernières années, qui aujourd'hui prennent beaucoup de place et affectent beaucoup de monde.
Mais aussi, donc, il y a beaucoup de littérature qui est survenue, qui est parue sur ces sujets, sur le rapport entre les événements extrêmes et le changement climatique. Et donc, il y a une compréhension accrue. Si on regarde les cartes sur les événements extrêmes qu'il y avait dans le 6e rapport du GIEC, ces cartes sont encore très très incomplètes au niveau des connaissances, notamment sur les sécheresses, sur les pluies extrêmes. Et on pense pouvoir avancer beaucoup plus et compléter ces cartes aujourd'hui dans le 7e cycle. Deuxième enjeu. Et troisième enjeu aussi, ce qu'on appelle les points de bascule, et puis les événements de très fort impact, et la cascade finalement de conséquences que peuvent avoir même des événements extrêmes normaux sur les écosystèmes et sur les sociétés. Donc là, il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé dans ce domaine-là. Sur les points de bascule, il reste énormément d'incertitudes. Déjà sur la définition même et sur l'ensemble des éléments qui contiennent des points de bascule, ce qui n'est pas du tout évident. Mais par exemple, pour n'en citer qu'un, le déclin de la circulation thermohaline. Donc on sait que la circulation thermohaline est en baisse aujourd'hui et qu'elle aurait potentiellement un point de bascule. C'est un point au-delà duquel finalement il y a une rupture dans le système et la circulation s'arrête, créant des impacts un petit peu partout dans le monde. On n'en connaît pas encore bien les points critiques, donc c'est lié aussi à la fonte des calottes polaires, mais on ne connaît pas le flux d'eau qu'il faut pour faire traverser ces points critiques. Et du coup, on ne sait pas encore très bien à partir de quel niveau de réchauffement ces points de bascule vont se produire. Donc voilà, il y a beaucoup de littérature en ce moment sur ce sujet. Et là aussi, on espère pouvoir avancer sur ces sujets. Mais il y en a bien d'autres, je n'en citais que 3. Voilà. Et sur il y a l'Atlas interactif qui est une nouveauté là, du 6e rapport. Est-ce que, donc oui. j'imagine que ça va être bien tenu Oui, alors on espère. Hein, là aussi, on n'a pas encore décidé ça. Toute production du GIEC avec le logo GIEC doit être approuvée par les 195 gouvernements. Donc il faut vraiment qu'on ait cette possibilité-là, mais ce qu'on prévoit effectivement donc, au niveau du bureau du GIEC, c'est effectivement de poursuivre l'Atlas, d'en faire une nouvelle version plus précisément, avec plus de choses dedans, parce que c'était la deuxième version. Il y a eu un premier Atlas dans le 5e, dans le 5e cycle. Ensuite, il y a eu un 6e cycle avec un Atlas interactif et très, très sophistiqué. Donc avec des indicateurs régionaux qui montrent les changements, par exemple, des indicateurs de productivité, par exemple sur la saison de croissance, donc avec des saisons plus ou moins de croissance par région. Ça permet de voir les évolutions, ça permet de voir des évolutions du nombre de jours dépassant un certain seuil aussi, par exemple 35 degrés, donc l'évolution des vagues de chaleur dans les différentes régions du monde. Donc c'est des indicateurs relativement simples. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, je pense, en multipliant le nombre d'indicateurs pour qu'ils soient plus précis, plus dédiés à des secteurs. Mais aussi, je crois qu'il y a une volonté d'aller plus loin vers les solutions, pas seulement de montrer l'évolution des variables climatiques ou des indicateurs, mais d'aller plus vers des informations qui seraient régionalisées et qui contiendraient des éléments venant du rapport du GIEC, par exemple, sur les différents éléments d'adaptation, parce que l'adaptation ne va pas être la même dans des pays très chauds ou dans des pays moins chauds. Voilà, donc on va inclure en gros des éléments du groupe 2, beaucoup plus. Okay. Voilà. Pour le groupe 3, ça reste un petit peu plus difficile au niveau régional, parce que dès qu'on touche au niveau régional pour le groupe 3, donc pour l'atténuation, on touche véritablement à la politique des pays. Donc là, ça devient très très difficile
à approuver et à être, à rester dans le domaine scientifique. D'accord. Est-ce qu'il y a des enjeux, des verrous par rapport aux négociations internationales, par rapport aux politiques climatiques? Oui, mais alors j'ai envie de dire, là, il y a pas de changement. Ça, enfin, à part qu'il y a de plus en plus d'urgence à traiter ce problème, parce que les conséquences vont aller en s'accroissant. Hein. Donc l'urgence climatique, elle a été mentionnée déjà dans le VIe siècle, dans le rapport de synthèse. Hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est finalement ce qu'on va décider dans cette décennie va changer les choses maintenant, mais aussi pour des milliers d'années. Donc il y a une forme de responsabilité historique des actions aujourd'hui qui est très très forte. Voilà, tout ce qui va être fait dans cette décennie, ce que ça veut dire, c'est que ça va être écrit dans tous les livres d'histoire du futur. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est très présent. Je ne pense pas que ça va changer, ça va aller s'accroissant. Donc il peut y avoir des tensions d'ailleurs, hein, parce que l'urgence fait que les actions pour l'atténuation des émissions font que la transition peut en effet déplaire ou mettre à mal certaines parties de l'économie ou certains pays qui n'ont pas nécessairement intérêt à cette transition aussi rapidement. Donc ça peut créer des tensions, hein, au sein même du consortium, en quelque sorte, du GIEC et de ses 195 membres, c'est clair.